Je vais commencer par le commencement en vous expliquant pourquoi appréhender l'incommensurable. D'abord, appréhender veut dire pouvoir cerner, pouvoir comprendre, pouvoir attraper, pouvoir être capable de le tenir, de le savoir, mais ici pouvoir cerner, on va dire. Et l'incommensurable, très difficile à mesurer, très difficile à... C'est tellement gros que ça en devient impensable. Donc, appréhender l'incommensurable veut dire pouvoir cerner dans sa globalité ce qui est très difficile à mesurer. J'ai compris pourquoi les gens se tournent vers les déités, la religion. Je sais que je pars de loin, là. Vous allez comprendre où j'arrive. Toutes ces religions-là, sauf le bouddhisme, mais c'est vraiment une religion à part, le bouddhisme. Toutes ces religions-là ont une explication pour le début de la Terre, pour le début de l'humanité. Ils expliquent que ces grands esprits-là, ces dieux, les extraterrestres, peu importe, appelle ça comme tu veux, ces gens-là croient que c'est une intelligence supérieure qui a tout construit. Parce que 15 milliards d'années, 15 milliards d'années. Pour le commun des mortels, c'est comme un chiffre abstrait. Ça veut rien dire. Pourtant, c'est l'âge de l'univers. Selon les sources, l'univers a de 13 à 15 milliards d'années. Ce qui fait que c'est un peu chiant, à la limite, d'entendre une place qu'elle a 15 milliards d'années, à d'autres places 13,5. Écoute, il n'y a pas une émission qui traite de ce sujet-là qui dit la même chose. 14,2, 14,7, c'est tout mélangé. D'autres chiffres de même. 4,5 milliards d'années. Encore un chiffre abstrait. Pourtant, c'est l'âge de la Terre. 6 millions d'années. Encore un autre chiffre trop gros. Moins gros que les autres, mais encore un autre chiffre trop gros. Pourtant, c'est le nombre d'années qu'il y a l'Homo sapiens tel qu'on le connaît. C'est tous des gros chiffres qui parlent d'une réalité. Personne ici a été là pour le témoigner. Mais pourtant, la science a démontré plus d'une fois que c'est arrivé. Alors, où je m'en vais avec tout ça? La plupart des gens ne peuvent pas appréhender l'incommensurable, le trop gros, voir l'histoire de l'univers au grand complet et se dire « c'est la nature qui a fait ça ». Non, dans leur tête, ça se peut pas. C'est trop gros, c'est trop parfait, c'est trop parfait. Et c'est là-dessus que ma chronique science embarque. Voici en quelques minutes l'histoire de l'univers. Prenez votre main, faites-en un point. Alors, regardez votre point. Peu importe la grosseur de votre point, là, imaginez-vous que l'intégralité des atomes de l'univers se retrouve coincés dans une sphère informe de la grosseur de votre point. Ils peuvent pas tout rester là. Ça en fait trop, au pouce carré. Fait que ça fait BOOM! C'est le Big Bang. Tout ça, ça part dans toutes les directions. C'est chaud encore, là. Après une explosion, l'univers est très très chaud. Alors, tout ça, ça vire, il y a la formation des soleils, des galaxies, tout ça, ça vire, les gaz, l'expansion, c'est vivant, c'est quasiment vivant, là, même s'il n'y a pas encore de vie, ça en est quasiment vivant. Si ça aurait été un être intelligent qui aurait construit cet univers-là, il n'y aurait pas pris presque 10 milliards d'années entre les débuts de l'univers puis le début de la Terre. Parlons-en du début de la Terre. Pourquoi ça a pris 10 milliards d'années? Ben parce que ça s'est pas formé tout de suite. Je vous signale que le système solaire est au bout d'un bras de la galaxie. On est loin un peu du centre, là. Puis c'est parmi d'autres galaxies. Alors, peut-être qu'il y a eu d'autres civilisations un peu partout dans l'univers, mais on les a jamais rencontrées. Ou encore, on les a rencontrées, mais n'ont pas laissé de traces que les scientifiques ont trouvé encore. Il reste que ça a pris beaucoup de temps avant la formation de la Terre, parce que des amas de roches qui se collent à d'autres amas de roches, qui se collent à d'autres amas de roches, ça prend du temps. Puis, il y a aussi le fait que notre système solaire, comme beaucoup de systèmes solaires, est venu le jour après l'explosion d'une nébuleuse. Les nébuleuses, c'est des gigantesques nuages de gaz, de toutes sortes de gaz, assez explosifs, mais qui sautent pas de suite. À un moment donné, il y a un événement qui fait que la nébuleuse explose. Puis là, les atomes se cordent, en une certaine manière, par affinité d'atomes. Je vous ferai pas un grand cours d'affinité d'atomes, juste pour vous dire que il y a des règles dans la nature qui fait que c'est pas tous les atomes qui se collent après n'importe quel atome. Ça, c'est un fait scientifique. Vous pourrez aller voir quelqu'un plus calé que moi en atomes, là, pour qu'il vous le confirme. Mais
ça se résume pas mal à ça. Et parlant d'atomes, on revient à la Terre. La Terre, à l'origine, n'était pas si grosse que ça. Mais la Terre, à l'origine, elle avait une jumelle aussi. Dans la formation chaotique de ces systèmes solaires-là, il y a eu 2 planètes à peu près semblables à Mars, mais dans le champ gravitationnel du Soleil, à peu près au même endroit où la Terre est là maintenant. Je dis à peu près parce que il y a eu une collision entre ces 2 astres-là. La Terre est restée intacte, mais elle a pris du volume et de la densité. Puis l'autre a donné la Lune. Puis c'est pas impossible que le restant des débris ait formé la première ceinture entre Mars et Jupiter. Alors on a eu de la masse, de la densité, des matériaux pour faire un cœur assez chaud pour accueillir la vie et la Lune. Pourquoi ça a pris autant de temps que ça? Ben, notre système solaire était pas prêt. Il y avait des nébuleuses, il y avait toutes sortes d'affaires. Écoute, on ne connaît pas l'univers au grand complet. Peut-être que dans des centaines de milliers d'années, quand on va avoir fini d'explorer l'univers au grand complet, on va regarder la société pré-spatiale comme si on serait des singes. Dans le sens où on se disait, quoi, ils pensaient vraiment qu'on était les seuls dans l'univers. On est peut-être juste les derniers dans l'univers. Avez-vous pensé à ça? Mais pour en revenir à Terre, plusieurs millions d'années après la collision, autrement dit, la Terre est encore chaude, mais elle a eu le temps de se refroidir. Elle a pas vraiment encore de protection contre l'espace, alors elle refroidit à l'espace. Mais elle réchauffe au soleil. Alors, ça crée des turbulences. Ça crée toutes sortes d'affaires. Mais dans les temps où ça refroidit, quand le soleil est de l'autre bord, mettons c'est la nuit, ça refroidit assez pour que l'eau en suspension, la vapeur, se précipite. Donc, devienne de la pluie, de l'eau. Ça a pris presque 1 milliard d'années. Depuis la Terre primitive, juste avant de se faire rentrer dedans par sa jumelle, et jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau liquide sur Terre, ça a pris environ 1 milliard d'années. Donc, sur ce premier milliard d'années-là, là, pas de vie sur Terre, et pratiquement pas d'eau. Ben, ça a pris du temps quand même à refroidir, je veux dire, elle spinait fort, elle spinait vite, je veux dire, la Terre, là, avait l'occasion de refroidir seulement du côté nuit. Si une journée dure 6 heures, la Terre refroidit pas quand elle est côté soleil, là. Elle a 3 heures pour refroidir du côté nuit. C'est pas assez. Il a fallu que la Lune, par son champ gravitationnel, infime soit-il, mais quand même, ça a pris au moins 1 milliard d'années avant que les jours durent 22 heures. Ça a pris du temps avant à ralentir, là. Il a fallu que la Terre ralentisse pour qu'elle refroidisse, puis il a fallu qu'elle refroidisse pour qu'il y ait de l'eau liquide sur Terre. À partir de là, l'eau, comme catalyseur, a permis à les molécules, les atomes, de se combiner dans l'eau. Mais encore là, la vie est pas arrivée en criant ciseaux. Ça a pris 500-600 millions d'années. Encore une fois, c'est des gros chiffres, complètement en dehors de la compréhension humaine normale, mais c'est le temps que ça a pris. Aux molécules de s'assembler, au hasard des mouvements, avec les différentes tempêtes, avec tout ce que la nature comporte de phénomènes météorologiques, avec un paquet d'affaires. Alors, il y a beaucoup de vapeurs d'eau qui sont tombées. D'où les océans, la grande quantité d'eau de cette planète vient de là. Et ça a pris du temps avant d'avoir autant d'eau que ça. L'apport d'eau est importante parce que ça a permis aux atomes qui sont en suspension dans l'eau de se mélanger. Ils se seraient pas mélangés s'il n'y aurait pas eu d'eau. Mais c'est ça, ils se sont mélangés. Alors, les atomes forment des molécules et les molécules forment toutes sortes d'affaires. Probablement qu'au début, il y a eu toutes sortes de genres de formes de vie à base de toutes sortes de genres de formes d'atomes. Mais la forme de vie qui a primé, qui a pris le dessus sur les autres, c'est la forme de vie à base de carbone. Au début, c'était des bactéries simples. Et à force que les environnements changeaient, que la géographie changeait, que les choses changeaient, les bactéries ont dû changer aussi pour survivre. Mais ils n'ont pas changé de même comme ça par la force du Saint-Esprit. Non. Chaque division cellulaire engendre des mutations. Et chaque mutation profitable pour l'espèce, plusieurs générations plus tard, tout le monde a cette mutation-là. Et à force de mutation en mutation, la bactérie devient autre chose qu'une bactérie. C'est pour ça que l'être humain est fait de bactéries, parce qu'on vient de là. On a eu des bactéries, on a été tous des bactéries, il y a extrêmement longtemps. On était tous des bactéries. Pensez quand même pas que c'est des virus qui ont pu nous faire, là.
Non, les virus sont sûrement arrivés après les bactéries. Et c'est pour ça que les bactéries sont très difficiles à se débarrasser, parce que ils ont survécu quand même, là. C'est eux autres qui nous ont fait la première preuve de vie. La première créature vivante. La première. C'est une bactérie violette qui a couvert l'intégralité de la planète. Pendant au moins 10 à 15 millions d'années, là, il y a eu juste ça. La planète bleue était violette. Sur le sol, il y avait rien. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il y a toujours pas d'oxygène. Il y a la vie, mais il n'y a pas d'oxygène dans l'air. Il y a la vie dans l'eau, mais il n'y a pas d'oxygène dans l'air. Ce qui fait qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de couche d'ozone. Il n'y a absolument rien pour protéger ce qui est sur le sol. Fait qu'il est cuit en permanence. Il n'y a pas de couche d'ozone. Le sol est cuit en permanence. Ça va prendre la mutation de certaines des bactéries violettes qui vont évoluer au fond. Et ces bactéries-là vont devenir vertes. Pourquoi vertes? Parce que c'est dans les seules couleurs qui passaient à travers l'espèce de couvert violette. Et la couleur verte de ces bactéries-là, des bactéries qu'on connaît très bien, parce que c'est des algues bleues, verts. Et oui, les mêmes algues bleues qui ont donné des problèmes à certains lacs du Québec, c'est la même affaire, à peu de choses près. Et cette couleur verte précise-là, c'est exactement la même couleur verte que toutes les plantes qui ont suivi après ça. C'est la même couleur. Le vert des plantes vient de cette bactérie-là. Et cette bactérie-là, au lieu de bouffer un paquet de cochonneries inutiles, comme la bactérie violette, la bactérie verte bouffait du carbone, bouffait du CO2. Mais ce qu'elle bouffait dans le CO2, c'était pas le O2, c'était le C, l'atome de carbone. En s'aidant de la photosynthèse, parce que je vous rappelle que c'est les premières plantes, là, ces bactéries-là, là. C'est les premières plantes, c'est les premières algues, c'est la première forme de vie, là. En s'aidant de la photosynthèse, il arrivait à séparer le C du O2 et relâcher du O2 après ça dans l'eau. Mais le O2, la bulle d'air, remontait. Encore là, pour avoir assez d'air dans l'atmosphère, pour réussir à faire une couche d'ozone et de la vie, ça a pris encore plusieurs centaines de millions d'années. Au moins 200-300. Ça a pris du temps avant que la vie apparaisse sous une autre forme que bactérielle. Mais la vie est apparue autrement aussi. La vie, quand elle a fini par apparaître, la deuxième forme de vie a été apparue. Certains diraient la première. C'est le type virus ou rétrovirus. Vous allez me dire, ben là, des virus, on n'a pas envie de pogner ça, ces virus-là, pis ces rétrovirus-là. C'est parce qu'il n'y a pas juste le sida comme rétrovirus. Puis, dans le type virus, là, c'est les rétrovirus, justement, qui ont permis certaines évolutions. J'en ferai pas la liste, là, parce que je l'ai pas, mais le documentaire que j'ai vu l'expliquait très bien. Chaque obstacle amenait certainement quasiment un génocide à travers une espèce, mais il y a certains individus qui sont plus forts. La loi du plus fort de Darwin. Chaque individu qui survivant à une catastrophe, à un changement, fait sauter une génération et fait avancer l'espèce. Et c'est ça dans toute l'histoire de la vie. La dernière extinction qu'il y a eu, il y a 65 millions d'années, explosion absolument terrifiante et cataclysmique, due au crash d'une gigantesque astéroïde qui est allé frapper les côtes du Mexique, ce qui deviendra plus tard le Mexique, pour être précis. Ça a créé une onde de pression tellement forte que l'eau est devenue du feu, parce que la Terre s'est soulevée dans toutes les directions, et d'un seul coup, tout a été ravagé, sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et tout ce qui n'était pas ravagé, donc un peu plus loin, s'est ramassé à brûler. Les plantes, les animaux. Donc les animaux, tout ce qui était en dehors de la terre est mort. Les herbivores sont morts de faim parce qu'il y avait plus rien à manger. Puis les carnivores sont morts de faim parce que à un moment donné, si les herbivores mangent pas puis se reproduisent pas, ils ont plus rien eux autres là. Ça a pris à peu près 1 an. Fini. Quand l'hiver nucléaire est passé, un hiver nucléaire, ça tient pas juste aux bombes nucléaires. Là. L'hiver nucléaire vient du fait qu'il y a tellement eu de particules en suspension dans l'air à cause de l'explosion gigantesque qu'on voit plus le soleil. Le soleil est entièrement caché par les particules en suspension. À un moment donné, au bout de
plusieurs années, à force qu'il pleut, à force que ça tombe, le ciel se dégage, le soleil réapparaît. Qu'est-ce qu'on voit sortir de terre? Le tout premier mammifère qui était sous forme de petits rongeurs. Et à partir de là, c'est pas très compliqué. C'est encore... c'est pour ça que ça a pris 65 millions d'années avant d'arriver jusqu'à maintenant, parce que il a fallu qu'il y ait toutes sortes de mutations différentes. Mais ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Il y avait plus de grands reptiles. Il y avait plus de... Sur Terre, il y avait plus personne. Fait que les petits rongeurs qui ont survécu sont devenus plus gros à force. Parce que c'était comme un terrain de jeu, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Fait que tu grandis. Puis là, tu développes d'autres habiletés. Puis de petits rongeurs, sur ça s'est passé sur des centaines de générations, là. De petits rongeurs en petits rongeurs, tout d'un coup, tu te ramasses avec... Hein? C'est un singe, ça? Oui, ça ressemble à un singe. Puis le petit rongeur, en s'étendant un peu partout sur Terre, est devenu toutes sortes d'affaires. Tous les mammifères que vous voyez aujourd'hui viennent de ce petit rongeur-là. Évidemment, il n'y a pas que des rongeurs. Tout ce qui était dans l'eau, tous les animaux qui étaient dans l'eau au moment de l'explosion ont survécu. Parce qu'ils étaient dans l'eau. Parce que la vie marine n'a pas arrêté suite à l'explosion. On se ramasse avec toutes sortes de créatures qui étaient là du temps des dinosaures. Ils ont survécu parce qu'ils étaient dans un état liquide. Ils étaient dans l'eau. Le meilleur exemple d'être vivant qui a survécu à tout ce qui existe comme extinction, c'est la méduse, qui vient des tout premiers êtres vivants à être apparus sur Terre. Elle a survécu à tout. Et comment elle a fait à survivre à toutes? Prenez juste le nombre de genres de méduses qui existent. Il y en a au moins 120 espèces différentes de méduses. Ça, c'est parce qu'ils ont muté. Ils se sont transformés pour s'adapter aux conditions. Chacune des espèces différentes, chacune des races, chacun des 120 que je vous parle là, ils ont changé pour survivre à un changement, à une catastrophe, à quelque chose. La nature ne fait aucun flafla. Tout a été, je dirais pas calculé d'avance, mais il y a rien qui dépasse. Et c'est pour ça que les gens sont incapables d'appréhender l'incommensurable. Ils voient pas en arrière. Ils ont pas assez de connaissances en sciences pour dire « C'est beau, là, mais il y a eu combien d'échecs de la nature en arrière? Il y en a eu combien? Des centaines? Des milliers? C'est la loi du plus fort, ou du plus adaptable, ou du plus beau, ou du plus ci, ou du plus ça. Le meilleur qui est capable de survivre à son environnement, c'est lui qui est encore là aujourd'hui. Ce sont des rétrovirus qui sont à l'origine de plusieurs évolutions, dont celle des êtres humains. Bon, l'évolution des êtres humains ne tient pas que des mutations génétiques créées par les rétrovirus. Il n'y a pas que ça, parce que l'être humain est sorti de l'Afrique, parce que la plaque tectonique sur laquelle repose Madagascar est venue fesser dans l'Afrique. Ça a fait des montagnes. Parce qu'avant ça, là, on se demande comment ça se fait que les humains viennent d'Afrique. C'est parce qu'avant ça, là, le Sahara, là, il était pas là. C'était pas un désert qu'il y avait là. C'était même pas des plaines. C'était une forêt luxuriante, genre Brésil. Mais ça, là, c'est plus là. C'est parce que il y a une barrière naturelle qui s'est formée. Un peu comme l'Himalaya. Mais là, en Afrique. Il y a plein de montagnes qui s'est formées. Ça a bloqué toute l'humidité, toutes les tempêtes qui s'en venaient de là. C'est par là que l'Afrique pognait son eau. Par l'est. Pas par l'ouest. Fait que tout d'un coup, la jungle est devenue la savane. Mais la savane, là, je veux dire, il y a pas grand bouffe dans la savane par rapport à une jungle. Donc, il est obligé de partir. Donc, tout ça pour dire qu'il y a pas que les rétrovirus, mais faut quand même se rendre compte qu'à toutes les fois qu'un rétrovirus change par mutation génétique les gènes d'un individu, donc fait une mutation, il laisse tout le temps son empreinte. Et son empreinte, c'est de l'ADN poubelle. Pour vous donner une idée, juste pour l'être humain, j'ai pas les chiffres pour les autres, c'est environ 80% d'ADN poubelle. Notre ADN humain, là, il y a 80% d'ADN qui sert à rien. C'est de la poubelle. Donc c'est ça, appréhender l'incommensurable, c'est fait de gros chiffres. C'est fait de chiffres qu'on a de la difficulté à s'imaginer, parce que le cerveau humain n'est pas câblé pour s'imaginer 8 milliards de personnes ou 80 milliards de fourmis. N'importe quel chiffre que la science arrive avec, de quantité, de temps,
de distance. La distance à parcourir pour se rendre, mettons, à Terre-Lune, c'est 380 000 km. Déjà qu'on a de la misère à s'imaginer c'est quoi 380 km, mais 380 000, c'est compliqué. Fait que si on arrive avec des mesures de temps en millions ou en milliards, les gens ont du mal à s'imaginer c'est quoi, qu'est-ce que ça représente. Donc c'est pour ça qu'à la base, les gens ont préféré se tourner vers les croyances plutôt que la science. Parce que la croyance permet l'être humain lambda de s'imaginer le début. Non, il n'y a pas d'être supérieur qui est arrivé puis qui est arrivé avec une palette de couleurs puis qui a colorié tout ça puis en quelques jours ou en quelques mois ou en quelques années tout s'est mis en place puis boum, on a un univers. Non, ça marche pas de même. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. On aimerait aussi pouvoir avoir le contrôle sur les choses. Dans la même ordre d'idée que les choses viennent de quelqu'un, ben on s'imagine que les choses venant de quelqu'un, ben il pourrait nous écouter. Ben, la nature ne nous écoute pas. Il suffit pas juste de dire une formule magique pour que les choses fonctionnent. Ça marche pas de même. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il va peut-être y avoir un épisode 3. Si je trouve autre chose à dire sur appréhender les commensurables, il y a sûrement autre chose à dire, mais pour l'instant, je vais m'arrêter à cet épisode-là qui est déjà vachement long.